Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des relations entre l'Italie et le Congo. Le plan Matei promet des investissements clés pour le développement durable. Ce plan a été encore examiné au cours d'une séance de travail avec le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Et puis, renforcement de la riposte aux urgences sanitaires et lutte contre la variole de singe. C'est le focus sur la troisième journée de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville. À Talangaï, la ceinture maraîchère est menacée par l'urbanisation. Les habitations gagnent du terrain au détriment de l'agriculture. À suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est de retour à Brazzaville après un séjour de vacances à Oyo, dans le département de la Cuvette. Sa trêve présidentielle a été brièvement interrompue le 26 août par sa participation à l'ouverture de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. À son arrivée à l'aéroport international Maya Maya, il a été accueilli par les membres du gouvernement ainsi que des personnalités civiles et militaires. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a reçu une délégation italienne dirigée par Lorenzo Ortona, coordonnateur de l'implémentation du plan Matei. Ensemble, ils ont souligné la profondeur des relations d'amitié entre le Congo et l'Italie, renforcées par ce plan ambitieux. On en parle avec Duclair Pandengui. Le sommet Italie-Afrique qui s'est déroulé à Rome les 29 et 30 janvier 2024 a abouti à l'adoption du plan Matei pour l'Afrique, un programme de développement de 5,5 milliards d'euros. Ce plan prévoit des investissements dans des secteurs clés tels que l'éducation, la formation, l'agriculture, la santé, l'énergie et l'eau. Présenté par la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni en octobre 2022, ce plan symbolise une nouvelle étape de coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, avec un accent particulier sur le développement social et économique du continent. Le Congo a été sélectionné comme l'un des pays pilotes pour bénéficier d'investissements dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture. En séjour de travail à Brazzaville, le coordonnateur de l'implémentation du plan Matei, Lorenzo Ortona, a présenté au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso les étapes détaillées de la réalisation de ce plan. Après janvier, on a beaucoup travaillé au niveau des fonctionnaires pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer, par exemple, les réseaux de distribution de l'eau dans la capitale. On est en train de travailler avec les techniciens pour voir comment améliorer ces situations. Ce n'est pas seulement l'eau, c'est aussi l'agriculture. Donc donner des réponses complètes au changement climatique, ce qui est en train d'affecter tout le monde, et donc avec des techniques agricoles qui peuvent vraiment répondre à ces grands défis de notre siècle. Lorenzo Ortona a précisé que le plan Matei débutera dans les grandes villes du Congo avant de s'étendre à l'intérieur du pays en fonction des résultats obtenus dans la capitale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Golondélé, en visite à Madingu, a constaté les avancées positives des travaux au centre d'insertion et de réinsertion d'Aubéville. Toutefois, des problèmes de manque d'électricité et d'eau potable persistent sur le site. Prince Honneur Abandono. Malgré l'état très avancé des travaux au centre d'Aubéville, estimé à plus de 80% par le maître d'ouvrage, il y a une épine dans la botte relative au manque d'électricité et d'eau potable. Un grand défi à relever car sans ces deux ressources, la tâche serait dure. L'électricité et l'eau potable viendront sans nul doute parachever le travail de construction de plus de 30 bâtiments sortis de terre et de 10 bâtiments réhabilités laissés par les travailleurs d'Elf Congo dont les visiteurs, tant les parlementaires que les partenaires au développement, ainsi que le haut commissaire à l'instruction civique ne cachent pas leur admiration.
Nous sommes en train de construire à Aubéville une histoire d'amour du président de la République pour sa jeunesse. Quelques 3 problèmes subsistent encore. Peut-être qu'un accompagnement peut venir à gauche ou à droite. Nous avons le problème d'électricité, le problème d'eau. À l'époque d'Aubéville, c'est dans les montagnes là-bas que l'eau était captée. Toutes les études sont faites, il ne reste plus qu'à disposer des moyens pour la réalisation des travaux. Ce pour le bonheur des futurs pensionnaires, c'est-à-dire les 400 jeunes en conflit avec la loi afin de suivre leur transformation civique et socio-professionnelle en toute sérénité. Par rapport donc aux difficultés, là où il y a les zones, il faut qu'il y ait de la lumière. Il faudrait qu'il y ait donc de l'eau. Et ce sont des préoccupations majeures. Et je pense que le ministre, avec tous les contacts qu'il a, et puis le programme de développement national, les questions, que ce soit de l'électricité ou de l'eau, trouveront donc des solutions. Dans le même ordre d'idée, le projet des énergies renouvelables à travers des panneaux solaires ainsi que des groupes électrogènes de secours sont également envisagés. La question d'insertion professionnelle des jeunes a été au centre d'une séance de travail entre le directeur général de l'Agence congolaise pour l'emploi et le président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. L'objectif est de mutualiser des stratégies pour offrir une place importante aux jeunes tant dans le secteur public que privé. Retrouvons Prince Honneur à Bandoune. Emploi fixe et direct, c'est autour de ce concept clé que l'Agence congolaise pour l'emploi et l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo mutualisent leur stratégie afin d'améliorer non seulement le climat d'affaires au Congo, mais aussi et surtout d'avoir une base de données fiable afin de répertorier et d'enregistrer les emplois créés sur place. C'est très stratégique de nous rapprocher de l'UNOC afin que nous puissions parfaire notre programme qui consiste en fait à pouvoir prospecter le marché de l'emploi, détecter un certain nombre de niches d'emploi pour que nous puissions placer les jeunes qui sont demandeurs d'emploi chez nous. Pour le directeur général de l'ACPE, la plateforme en gestation au sein de son entité permettra de regrouper toutes les entreprises implantées sur le sol congolais, ce afin de bien canaliser les niches d'insertion professionnelle des jeunes. Pour nous, c'est une passerelle importante que de pouvoir nous rapprocher de l'UNOC parce que les emplois, ce sont les entreprises qui les créent et les entreprises sont organisées. Nous sommes venus ici annoncer également que nous avons une plateforme de pouvoir enregistrer un certain nombre d'entreprises pour que nous puissions directement nous occuper du placement. Une vision qui acquiert l'assentiment de l'UNOC car elle vise également de créer 200 000 emplois durant ce quinquennat. Les objectifs quinquennat de l'UNOC, celui de créer 200 000 emplois, de contribuer à hauteur de 500 milliards au PIB et aussi de pouvoir augmenter son nombre d'adhésions. Les données nous montrent que les micro-entreprises contribuent à 1/3 de création d'emplois. Avant de signer un protocole d'accord, les deux parties travaillent déjà pour écraser le fossé de 84% des entreprises informelles au Congo. Parlons de la foire asiatique au Congo. Sa première édition a été lancée par Saturne Akoli, directeur du comité congolais du commerce extérieur. Sébastien Aoui. Vêtements, meubles, parfums, moquettes, sans oublier des bijoux, tels sont des articles mis en vitrine à l'exposition vente des produits asiatiques. Au lancement de cette cérémonie, le directeur du Centre congolais du commerce extérieur, représentant le ministre, s'est réjoui de cette première édition. J'invite alors les opérateurs économiques congolais de saisir de cette opportunité pour des échanges d'expériences avec leurs homologues étrangers. Au public congolais et étrangers résidant au Congo, je profite de cette occasion qui leur est offerte afin de visiter et de découvrir la gamme variée des produits exposés. En expliquant les avantages du choix porté sur Brazzaville, le directeur des expositions de la société INPLUS Tourisme remercie en même temps des autorités congolaises. Ce qui est arrivé de Turquie maintenant. Il remercie le peuple d'abord congolais et son gouvernement pour que les choses aillent mieux pour tout le monde. L'État congolais a fait quelque chose de bon. Le Brazzaville aujourd'hui, c'est un grand lustre symbolique pour tous les Congolais et pour tous les étrangers qui peuvent organiser
les voir ici, qui veulent venir créer des activités productives. Non, moi je vais faire le foire. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités et les curieux ont visité des stands des différents produits au prix défiant toute concurrence. Il y en a garantie. Il y en a for man, for woman, garçon. Tout, c'est beau price, c'est beau qualité. Il y en a rhodium, qualité rhodium, il y en a stainless steel. Stainless steel, ça ne change pas, il y en a garantie. 5 000, 6 000, différentes. Des hommes d'affaires, les Congolais moyens, souhaitant du confort et de la qualité, sont invités à découvrir cette exposition-vente qui se tiendra du 16 août au 3 septembre 2024. Dans l'actualité également, la sollicitation du président de l'association des logisticiens du Congo auprès de la ministre des PME de sa participation à la formation des 1000 jeunes en conduite intelligente à Pointe-Noire. C'est la toile de fond de la rencontre entre Dominique Candide, Fabrice Koumouboulas et Jacqueline Lydia Mikolo. Ben Opénal. Voici plus d'un mois que le président de l'Association des logisticiens du Congo lançait en collaboration avec ses partenaires la formation en conduite intelligente de 1000 jeunes dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Une initiative qu'il entend partager avec quelques membres du gouvernement et d'autres partenaires. Voilà qui justifie la présence ce jour ici à Brazzaville au cabinet de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. Nous avons effectivement informé de façon officielle Madame le ministre qui a très rapidement réagi puisqu'elle est aussi sur plusieurs fronts. Elle a réagi également pour accompagner cette vision du chef de l'État à travers la formation de 1000 jeunes des départements de Pointe-Noire et de Kwilu. Et donc, pour cela, nous allons avoir des séances de travail avec ces structures, notamment le FIGA et d'autres structures et l'ANA, de sorte à ce que ces jeunes, après l'obtention des permis de conduire, donc dans le cadre de la professionnalisation de cette formation, ils vont également obtenir l'accompagnement du FIGA et de l'ANA pour qu'ils aient des cartes professionnelles. Cette vision du chef de l'État en faveur de la jeunesse requiert l'apport de tous, d'où cette invite. Aujourd'hui, seuls nous ne pouvons rien et nous avons besoin de l'accompagnement de toutes les structures, les membres du gouvernement et les autres structures pour que nous puissions véritablement accompagner la vision du chef de l'État sur la formation des jeunes. Parce que quand le chef de l'État a lancé un mot d'ordre, ce n'est plus à lui aussi de chercher à mettre en musique que cette vision, c'est nous les structures, c'est nous qui avions la possibilité de le faire. Notons que cette formation s'étendra ensuite dans les autres départements du Congo pour le bien des autres jeunes du Congo. Mais sa réussite nécessite des moyens supplémentaires, d'où ce plaidoyer. Au troisième jour des travaux de la 74e session du comité régional de l'EMS, les États membres ont approuvé l'adoption de l'approche innovante visant à renforcer l'architecture mondiale pour la préparation et la riposte aux situations d'urgence sanitaire. La région africaine. Ceci avant de plancher sur la séance d'information spéciale sur la variole de singe et sur l'organe intergouvernemental de négociation. Alida, bienvenue au Maïkodi. Avec plusieurs flambées déclarées un peu partout d'après l'OMS Afro, l'épicentre de la variole du singe est signalé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Burundi et l'Afrique du Sud sont également touchés par la maladie, ainsi que des reliques d'autres épidémies survenues en Afrique. L'acquisition des vaccins demeure donc une nécessité, avec la priorité aux plus démunis en vue d'arrêter la chaîne de transmission. En RDC, j'ai un petit enfant de 9 mois. Mais j'en parle parce que c'est en 1970, j'en parle parce que ce cas n'a entraîné aucune autre contamination autour de lui, tout simplement parce que tout le monde était déjà à cette époque-là vacciné déjà contre la variole, ce qui montre l'importance de la vaccination. Le Burundi a déclaré les premiers cas de la maladie Mpox en date du 25 juillet et jusqu'au 25 août. Le cumul des cas suspects
depuis l'apparition de l'épidémie s'élève à 820. Le Nigeria a également partagé son expérience du travail avec les groupes nationaux de 18 pays. Expérience appréciée par les États membres. Au niveau de l'OMS, on veut avoir les données de tous les pays ensemble dans un cadre de données pour surveiller qu'il n'y ait pas de fragmentation des données. Les pays africains travaillent main dans la main. Quand il y a une épidémie quelque part, tous les pays doivent, comme on a déclaré l'épidémie de la variole de singe, tous les pays doivent se mettre en veille pour essayer de voir comment arrêter l'épidémie. Les maladies n'ont pas de frontières. Plusieurs autres actions et stratégies visant une bonne gestion et une prise en charge efficace de l'épidémie et des cas sont envisagées par Africa CDC, entre autres intégrer tous les partenaires dans un seul plan, la participation et l'engagement communautaire, le renforcement de la surveillance, le contrôle de l'infection, la recherche, la prise en charge des cas avec les soins médicaux, nutritionnels et bien d'autres. La RDC, le Burundi et l'Afrique du Sud, chacun de ces pays a présenté la situation actuelle sur le Mpox, mieux variole de singe. Après ce tableau présenté, l'OMS entend apporter l'expertise technique qu'il faut pendant que Africa CDC appelle à une intégration de tous les partenaires. Retrouvons Alida, bienvenue au Maï Kodi. Pour la directrice régionale émérite de l'OMS Afro, Rebecca Moeti-Matidizio, le chemin de la transformation qui passe par la réponse aux urgences avec la disponibilité des vaccins, des médicaments et la formation, c'est à quoi s'est attelée l'Organisation mondiale de la santé région africaine au cours des 3 dernières décennies et entend le poursuivre au cours des 5 prochaines années par son successeur Faustin Engelbert Ndungulile. L'approche innovante visant à renforcer l'architecture mondiale pour la préparation et la riposte aux situations d'urgence sanitaire dans la région africaine bénéficiera du soutien des partenaires dans l'OMS et Africa CDC. Au cours de la session d'information spéciale sur la variole smienne, dit Mpox ou variole du singe, l'OMS a noté l'absence du diagnostic parfois effectué dans des contextes difficiles, une bonne gestion et une maîtrise des épidémies. L'OMS et Africa CDC s'accordent pour une description claire des modalités relatives à la gestion de cette crise. Pour Africa CDC, le plan unique permettra d'arrêter la transmission et la propagation de la maladie vers les États non affectés. De façon globale, 22 864 cas confirmés avec 629 décès à ce jour. En même temps, les pays s'attellent dans la gestion de plusieurs autres épidémies. 13 pays sur le continent sont touchés et toute l'Afrique peut l'être si l'on y prend garde. D'où l'optimisation des capacités de dépistage avec l'approche Une seule santé. L'OMS Afro appuie les États dans la gestion de la crise sanitaire avec son expertise technique qu'il faut, à travers un plan unique dit continental, avec l'acquisition des vaccins déjà disponibles dans quelques pays, ce qui permettra donc à la région africaine de jouir de la sécurité sanitaire. Après la réunion technique tenue à Ouesso la semaine dernière, les experts en matière de la frontière de la République du Congo et du Cameroun se sont rendus à Chouanké et Ntam pour une mission de terrain. Objectif est d'inspecter et de vérifier les bornes installées par les colons au début des années 1900 dans le cadre de la délimitation et de la démarcation de la frontière terrestre entre le Cameroun et le Congo. Les précisions avec Chantal Moukoko. Dès leur arrivée à Chouanké, les membres de la sous-commission technique chargée des opérations de démarcation et de réaffirmation de la frontière Congo-Cameroun, composés des topographes, des géographes et des cartographes, ont mobilisé plus d'une trentaine de conducteurs de moto pour se rendre à Djompo, première étape de cette visite. Sur une piste de 18 km en forêt, ces experts sont arrivés à Niamazok où se trouve la borne numéro 5. Ici, cette borne est représentée par cet amas de pierres placé il y a près d'un siècle par les colons blancs. Sur l'axe Chouanké-Cameroun où les attendaient les populations dans une ambiance particulière, l'objectif était de visiter et de reconnaître la borne 10 au bord de la rivière Karagwa. Le produit final, c'est de réaffirmer notre frontière. Et cela passera par la densification ou le resserrement des bornes, c'est-à-dire la multiplication des bornes. Les bornes sont très distantes les unes des autres.
Donc le travail final consistera à multiplier les bornes secondaires par rapport à ces bornes principales. Donc voilà le produit final qui est attendu de nous. Dans le cadre de la mission TDR, il fallait également visiter la borne numéro 11 dans la zone du village Maka 2 avant de retrouver les bornes 8 et 9 situées non loin du village Asundele à la rivière Serré. Nous, en termes d'objectifs, nous avons visité l'ensemble des sites. Nous avons reconnu les bornes qui jusqu'alors ont existé au fil des temps, au fil des intempéries, sauf la borne 8. Ensuite, il y aura un autre travail qui va se faire, celui de positionner ces bornes, parce qu'il ne s'agit pas ici des bornes frontières, de toutes ces bornes à partir de l'Aïna, borne 13, jusque dans la zone où nous sommes, en dehors de la borne 6 qui est sur le parallèle, 2 degrés, 10, 20. Les autres sont des bornes de repérage. Les conclusions de cette visite, ponctuées par la signature du rapport de la deuxième phase de la descente conjointe des experts congolais et camerounais à la frontière commune, seront soumises à leurs gouvernements respectifs en vue de la délimitation et la démarcation de cette frontière terrestre, telle que recommandée par le programme frontière de l'Union africaine, afin que les frontières cessent d'être des facteurs de séparation ou de division des peuples. La République du Congo et le Royaume du Maroc ont signé un mémorandum d'entente sur l'environnement et le développement durable à Rabat. La ministre congolaise Arlette Soudan-Nono et la ministre marocaine Leila Benali ont représenté leurs gouvernements respectifs lors de la signature. Les précisions dans ce commentaire signé Ulrich Mabika. Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement et du développement durable entre la République du Congo et le Royaume du Maroc. Le document a été signé pour le gouvernement congolais par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, et par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, pour le gouvernement marocain. Cette rencontre marque une étape importante dans l'opérationnalisation de l'échange d'expériences et d'expertise entre les deux pays dans les domaines de l'environnement et du développement durable, notamment en matière de financement climatique pour attirer davantage de financement au continent africain, précisément au Maroc et au Congo. Les partenariats entre les pays africains permettent d'élaborer des projets de renforcement de leur transition énergétique et leur développement. Ce mémorandum d'entente est conclu pour une durée de 3 ans. Sa dénonciation n'efface pas les projets ou les programmes en cours d'exécution dans le cadre du dit mémorandum, à moins que les signataires n'en conviennent autrement. La deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui s'est tenue du 13 au 28 août 2024 s'est terminée en mettant en avant le génie créateur des artisans africains. L'événement destiné à valoriser les produits artisanaux a été clôturé par la ministre des PME, Jacqueline Lydia-Miko. Le reportage de Sylvie Karine Gauthier. Organisée sous le thème « La transformation locale des ressources naturelles pour les artisans africains, défis et perspectives », la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo a vécu. Une innovation pour cette deuxième édition, l'hymne de la FIAC 2024, œuvre d'un artisan congolais soldat de la paix. 7 prix ont été remis aux lauréats de la FIAC à cette occasion. Il s'agit entre autres du prix du meilleur département reçu par le département des Plateaux, prix pays invité d'honneur décerné au Cameroun, prix du meilleur stand attribué à la République du Mali, prix du meilleur artisan étranger par le Burkina Faso et le prix Denis Sassou Nguesso a été remporté par Joséphine Madiela du Congo-Brazzaville, accompagnée d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. La ministre des PME de l'artisanat Jacqueline Lydia-Miko a refermé les rideaux de cette deuxième édition de la FIAC en présence de ses collègues membres du gouvernement. Au moment où les rideaux vont se refermer sur la deuxième édition de la FIAC, chers artisans, chères artisanes, je vous invite à maintenir le cap de l'amélioration continue que nous avons
avancer ensemble. Que rien ni personne ne vous détourne de ce chemin où la gloire et la réussite vous ont donné rendez-vous. Continuez à être exigeants avec nous-mêmes et offrons un show de talent encore plus grandiose pour la 3e édition de la FIAC en 2026, ici, nous espérons, à Brazzaville, sinon ailleurs. Une particularité de cette 2e édition, le prix d'excellence FIAC au président Denis Sassou Nguesso, réceptionné par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. Prochain rendez-vous 2026 pour la 3e édition de la FIAC. La République populaire de Chine a lancé une formation de plus de 4 mois pour les professionnels des médias visant à approfondir leurs connaissances en audiovisuel et à comprendre la politique chinoise sur l'économie mondiale. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence du ministre congolais de la communication et des médias. Reportage Larson Mabuna. Ce rendez-vous de partage de connaissances a mobilisé 94 professionnels des métiers de l'audiovisuel venus de 84 pays, dont 30 Africains, parmi lesquels le Congo. Cet événement est une occasion pour ces professionnels de mettre à jour leurs compétences à cette ère du numérique. Notre programme comprend un peu de tout. Non seulement le domaine politique, économique, scientifique, culturel. Et puis on va organiser de différentes visites dans les ministères, dans les entreprises. Prenant part au 6e forum de coopération des médias sino-africains, ces documentalistes TV et cinéma, journalistes, reporters d'images et conseillers de programmes n'ont pas manqué de partager leurs impressions après cette première journée de formation. Pour renverser cette image que les autres avaient de la Chine, il faudrait initier ce programme. C'est un privilège que la Chine a accordé aux professionnels des médias africains que nous sommes. Un honneur pour nos différents pays. Une occasion de manifester ma reconnaissance, non seulement au gouvernement chinois, au gouvernement congolais aussi. Vous êtes sans ignorer que ce genre d'initiative est bien le fruit de la coopération entre la Chine et nos pays. Initié par le Centre international de communication de la presse de Chine, cette formation permettra à ces journalistes d'être mieux outillés pour la couverture du forum sur la coopération sino-africaine. Séance de travail aujourd'hui entre le ministre de l'Enseignement technique, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, et une délégation de la Banque mondiale. Au centre des échanges, la possibilité d'organiser une formation des formateurs en informatique au Congo. Les précisions avec Isis Onyange-Bizwako. L'accélération de la formation numérique reste l'un des défis majeurs du gouvernement de la République du Congo. Justement, en recevant la délégation de la Banque mondiale, conduite par Djibril Kamaroko, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé a exprimé par là la volonté du ministère de l'Enseignement technique et professionnel de renforcer la capacité des formateurs de la série H. Dans le cadre de la composante formation des formateurs, le ministre a voulu faire comprendre à la Banque mondiale ses attentes et surtout pour nous les collaborateurs aussi qui avons déjà commencé à travailler en amont avec l'unité de gestion de projet du PATN, que nous puissions harmoniser nos points de vue afin que les objectifs tels qu'ils ont été clairement définis puissent aller dans le bon sens. Donc l'objectif, c'est que le ministre a voulu discuter et clarifier les points de vue du gouvernement en essayant de préciser que l'objectif était d'atteindre la formation des formateurs parce que l'informatique est un domaine qui évolue très vite et que l'obsolescence des programmes se constate aussi très vite. Et il était donc de bon aloi que dans ce cadre-là, que les choses se passent telles que le gouvernement congolais le souhaite. Donc l'innovation. Enseigner uniquement dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, la Sanga, le Niari et la Cuvette, pour insuffisance des formateurs, la série H informatique devrait s'étendre dans tous les départements du pays, ce grâce à cette formation des formateurs dans le domaine de l'informatique. Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, lui, a exprimé au cours de cette séance de travail le vœu de voir cette formation des formateurs débuter dans les plus brefs délais afin d'augmenter le nombre des formateurs d'éthique au niveau national.
Notez que le directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, informe les candidats au concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature, session du 21 au 23 octobre 2024, que les cours préparatoires aux 10 concours se dérouleront selon le calendrier ci-après. Début des inscriptions lundi 26 août 2024. Début des cours préparatoires lundi 9 septembre 2024. Les candidats sont priés de se rapprocher du centre de recyclage et de perfectionnement administratif pour de plus amples informations. 30 étudiants congolais prennent part à un atelier sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Cette initiative, portée par l'Agence universitaire de la francophonie, vise à aider ces derniers à transformer leurs idées en projets concrets. Les détails dans ce reportage signé Désiré Laure Diakundila. Promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants, c'est l'objectif poursuivi par l'Agence universitaire de la francophonie en organisant cet atelier sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Cet écosystème qu'on en parle tous les jours de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Et donc l'objectif, c'est de promouvoir cet esprit de recherche d'emploi. Par rapport aux activités que nous avons eu à mener hier et les activités que nous allons mener demain, il y a toujours ce suivi-là, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, ainsi de suite. Les conditions, c'est d'être étudiant, que votre établissement soit membre de l'Agence universitaire de la francophonie. Au sortir de cet atelier, les 30 participants seront dotés des outils nécessaires pour la création d'une entreprise. Il s'est de noter que cet atelier sur l'entrepreneuriat qui a débuté le 28 août 2024 prendra fin le 31 août prochain. Le conseiller aux relations extérieures de Total Énergie EP Congo a présenté les objectifs de la 4e édition du tournoi interquartier des départements du Kwilu et de Pointe-Noire. Ce tournoi se tiendra du 31 au 1er septembre au complexe sportif de Pointe-Noire. Le point dans ce reportage de Léna Botanga. La 4e édition du tournoi interquartier des départements du Kwilu et de Pointe-Noire, initié par Total Énergie EP Congo, sera lancée le samedi 31 août 2024 au complexe sportif de Pointe-Noire. Ce grand rendez-vous sportif vise non seulement à renforcer les liens entre les jeunes, mais aussi et surtout à développer l'esprit d'équipe, a déclaré Roch Ghislain Itiémé. L'insertion des jeunes, l'accompagnement de ces derniers est une des valeurs capitales dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est à ce titre-là qu'il est organisé chaque année un tournoi interquartier regroupant l'ensemble des jeunes des quartiers de Pointe-Noire et du Kwilu afin de compétir autour du ballon rond. La sélection de ces différentes équipes est le fruit d'un travail de fond entre les deux entités sportives, a-t-il renchéri. Nous avons donc de ce fait travaillé avec les organes sportifs existants au niveau départemental de Pointe-Noire et du Kwilu afin d'obtenir l'ensemble de la crème possible, parce que c'est l'organe habilité à identifier les compétences nécessaires. Nous invitons le maximum des jeunes qui aiment bien le ballon rond à venir assister à ce grand derby. Signalons que ce tournoi qui permettra de déceler les jeunes talents locaux sera sanctionné par de nombreuses récompenses. Longtemps considéré comme une source essentielle d'approvisionnement des marchés domaniaux de Brazzaville en légumes, la ceinture maraîchère de Talangayi est aujourd'hui menacée. Les habitations, dont certaines sont érigées directement sur le lit du fleuve Congo, risquent de faire disparaître cette zone agricole si rien n'est fait. Constat de Florent Angolé. Vieille de près d'un demi-siècle, la ceinture maraîchère de Talangayi a longtemps été considérée comme une véritable source d'approvisionnement des marchés environnants en légumes. Je vends les légumes au marché de Mikalu. D'autres vendeuses et moi venons ici pour s'approvisionner. Pour aujourd'hui, par exemple, j'ai acheté 2 sillons de légumes à raison de 5 000 francs CFA par sillon. Même si je gagne 1 000 francs CFA de bénéfices, j'ai déjà quelque chose. Année après année, son étendue ne cesse de se rétrécir. Les champs de légumes disparaissent progressivement pour céder la place aux habitations sous le nez et la barbe des pouvoirs publics. Au départ,
notre grande sœur était ici depuis 69. Ici, là où il y a le palmier là. Depuis 69, elle est ici. Nous l'avons suivie. Elle nous a dit, en tout cas, venez, on va vivre. Parce que sans la terre, personne ne peut pas vivre. Nous l'avons suivie ici depuis 1995. Et nous travaillons ici librement. Dès que les gens ont vu que le terrain est par part, ils viennent maintenant nous embêter pour le terrain, les parcelles. Sur un espace inapproprié où l'emprise entre ces champs et le fleuve Congo n'est pas du tout respectée. Ce qui justifie d'ailleurs le chômage de ces maraîchers en saison de pluie. Que nous travaillons seulement novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En saison de grande pluie, en tout cas, on ne peut plus travailler. Il y a la crue. C'est inondé. Ça, c'est l'espace du fleuve Congo. Donc, nous attendons seulement janvier ou février pour commencer les petits travaux. En dépit des pancartes placées par le maire de Talangayi, interdisant aux populations de construire les habitations dans cette zone, les populations en quête de lieux d'habitation au milieu urbain jouent à la sourde oreille. Elles vont jusqu'à remblayer vers le fleuve Congo pour gagner des lopins de terrain à leur risque et péril, tout en ignorant que tôt ou tard, le fleuve finira toujours par retrouver son lit. Les autres là-bas sont maintenant en pénitence. Ils n'ont pas où travailler. Mais les terrains sont occupés. Ils ont remblé. Hein? Regardez vous-même. Avec la disparition de cette ceinture maraîchère, il n'est pas exclu de constater l'augmentation des prix des légumes dans les marchés environnants, d'où l'intervention des pouvoirs publics s'avère nécessaire. C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Au revoir.